Merci à toutes et à tous de venir se joindre à nous pour ce séminaire qui s'annonce tout à fait réjouissant. Euh, donc c'est une séance qui est consacrée et même, j'allais dire, qui est préemptée quasiment par la faculté des sciences administratives et politiques, puisqu'on va entendre deux éminents collègues de cette faculté qui en fait se justifie par le fait qu'on a commencé à mettre en place un petit projet de recherche qu'on avait soumis à une structure à un bailleur et qui n'a pas été retenu, mais non pas pour la qualité de la proposition et sa raison scientifique, mais par rapport au format, et en l'occurrence, qui était un format beaucoup plus qualitatif que nous espérions faire valoir, et donc qui n'a pas été retenu comme tel. Et du coup, ça nous a donné l'idée de développer cette thématique, cette problématique qu'on a intitulée Genre, territoire, identité nationale, espace de socialisation politique et engagement citoyen au Mali dans le but d'une part, de soumettre un certain nombre de réflexions qui sont en construction par Nyandou et par Abdoul, de soumettre à l'ensemble du séminaire pour enrichir un peu ces questions-là, et puis qui est une première étape pour eux pour mettre en place un projet de recherche plus large sur le moyen terme et sur le long terme, auquel devront participer des étudiants, etc., etc. Voilà. Alors, peut-être quelques mots sur les deux protagonistes de ce séminaire. Bon, je commence peut-être par le doyen d'âge et de fonction, encore que vous le connaissez tous. Donc, Abdoul Sogodogo, qui est docteur en relations internationales. Il a soutenu sa thèse au Central China Normal University à Wuhan, donc en Chine, fait partie de cette promotion des Chinois qui aujourd'hui sont aux responsabilités, après avoir succédé aux Russes, au sein des établissements universitaires maliens. Il est donc enseignant-chercheur à la FSAP, maître de conférence, vice-doyen de la FSAP et membre aussi d'une Timbuktu Institute et bien sûr membre de Macoter. Donc, il est l'auteur de pas mal d'articles, rapports de travaux, etc. Donc, je ne vais pas tous les énumérer et je vous renvoie à sa bibliographie qui est assez conséquente. Je vais juste signaler l'un de ces derniers qui est paru en 2022 dans Études internationales et qui s'intitule Médiation algérienne dans les conflits maliens, enjeux et perspectives que je vous recommande, dont je vous recommande la lecture qui est très intéressante. Nyandou, que vous connaissez peut-être moins, mais qui a rejoint Makoter il y a peu de temps. Nyandou est sociologue. Il est enseignant-chercheur lui aussi à l'AESAP, JPB. Il est membre de Makoter. Il est membre associé au CEPED, hein. Il a fait une partie de sa formation universitaire au CEPED, Centre Population et Développement de l'IRD. Et il est rédacteur en chef de Migration Société, qui est une revue tout à fait installée sur ces problématiques. Donc, il a participé à plusieurs projets de recherche, dont le projet Mobilite, qui est un observatoire international sur les mobilités académiques, avec son directeur de thèse d'ailleurs, le professeur Étienne. Il a fait une thèse donc qu'il a soutenue en 2017, je crois. Hein, c'est ça, voilà qui est donc sur ça s'appelait Mobilité internationale pour études et mobilité sociale. C'est ça? Ou je me trompe comme sujet? Oui. Oui, c'est ça. Trajectoire scolaire et socio-professionnelle des étudiants maliens dans l'enseignement supérieur en France et au Maroc. Alors, je dois dire que son sujet de thèse et ses travaux ultérieurs sont en plein dans une problématique qui nous concerne évidemment nous dans notre petite querelle franco-malienne, mais qui est aussi une problématique évidemment beaucoup plus large et dont vous connaissez aussi les aspects dramatiques. Il est auteur d'au moins une vingtaine d'articles de recherche sur les migrations, à la fois du point de vue des figures de migration, des pratiques, mais aussi des usages politiques, évidemment, et voire géopolitique même de la migration. Et là, je vous recommande la lecture de son tout dernier article qui est sorti en 2024. Certains en ont entendu parler. Il s'appelle Aller simple pour Kigali.
le Royaume-Uni, un modèle pour l'Union européenne en matière d'externalisation de l'asile, qui est paru donc dans Migration Société, et dont vous voyez la résonance, puisque c'est l'Angleterre qui a fait un accord, conclu un accord financier avec Kigali pour externaliser les migrants indésirables de son sol et les vendre, louer, je ne sais pas comment il faut dire. Enfin, on est étonné que la Cour européenne des droits de l'homme, etc., personne ne s'insurge véritablement. Ça, bon, bref. Voilà, donc voilà pour les présentations. J'étais un peu sommaire, hein. Ce sont deux enseignants-chercheurs qui sont prolixes, donc voilà. Et je vais plutôt laisser la parole leur laisser la parole pour qu'on puisse discuter. Alors, ce que je vous propose, hein, comme emploi du temps, en quelque sorte, comme agenda, c'est de laisser parler. Nyandou commencera par sa présentation. On discutera collectivement sur sa présentation, puis on passera à celle d'Abdoul et on discutera sur celle d'Abdoul pour éviter que le dernier qui a parlé soit le plus questionné, en quelque sorte. Et c'est toujours un petit peu le travers quand on met tout le monde, quand on fait passer tout le monde avant la discussion. Voilà, j'ai été bref, j'espère. Nyandou, je te laisse la parole sur une communication qui s'appelle Réflexion sur la participation politique au Mali, dynamique au pluriel, défi au pluriel et espace au pluriel de socialisation. Merci. Merci beaucoup, cher Gilles. Merci à tout le monde, chers collègues. Je suis très heureux d'être là, en compagnie d'Abdullah en plus. Donc, en fait, Gilles a dit, je sais pas, toutes les choses, les précautions que je voulais prendre en début de présentation. Euh, il s'agit d'une ébauche de projet. Euh, donc, ce sont des pistes de réflexion qui sont appelées à être développées à l'issue de nos échanges aujourd'hui. Donc, l'objectif est bien de présenter donc une ébauche de projet et étant donné qu'on a dit sur quoi je travaillais le reste du temps, voilà, on peut être d'accord sur le fait que peut-être que des références puissent manquer. Voilà. Commencer par des remarques préliminaires qui ont déjà été rappelées par Gilles. Hein. C'est un projet qui a été conçu au sein de Macoter dans le cadre d'un programme. Il n'est pas possible de... Bon, ok. Donc, des pistes de réflexion et c'est de la matière pour une discussion que nous ouvrons pour vous. Donc, la présentation, elle a été organisée en deux temps. D'abord, moi, pour parler un peu d'une communication que j'ai intitulée Réflexion sur la participation politique, dynamique, défi, espace de socialisation au Mali. Et la deuxième partie, c'est Abdul. Mais il va sans dire que les questions que vous pourrez me poser à l'issue de cette présentation, bah, Abdul pourra tout aussi bien y répondre, mais également Fatoumata et Gilles, voilà, Fatoumata en tout particulièrement, qui a fait beaucoup de boulot sur le projet. Voilà, donc elle n'est pas là qu'en tant que enfin assistante ou je sais pas, membre de l'Assemblée. Donc la deuxième partie pour Abdul, ce sera sur des aspects plus méthodologiques. Donc pour ma partie, j'ai proposé de structurer un peu, ou on a convenu de structurer autour de 5 points, dire un peu le contexte du projet parce que peut-être que notre ambition aujourd'hui est d'en faire un projet de recherche. Et dire peut-être voilà les petits constats qui sont à l'origine de la décision d'engager cette réflexion sur ces questions-là et puis dire quelques mots sur la notion de participation politique, comment nous on l'entend dans le cadre de ce projet. Préciser notamment qu'il ne s'agit pas uniquement de participation électorale, c'est beaucoup plus vaste. Et sans doute que ça détermine ensuite comment on choisit d'accéder au terrain. Et à partir de là, présenter les trois grands axes de notre réflexion. Le premier a trait à la question du genre, en fait, donc des rapports peut-être différenciés aux politiques que peuvent avoir les hommes et les femmes au Mali. Alors, c'est une hypothèse de travail qui s'appuie aussi sur une littérature scientifique déjà existante, mais voilà, qui est à discuter. On parle non seulement du rapport qu'entretiennent les femmes avec la politique dans leur participation en tant qu'électrices, mais aussi en tant qu'élues, leur représentation au Parlement et dans d'autres instances décisionnelles. Le deuxième point concerne la question de l'engagement politique et les différences qu'il y a entre les territoires, non seulement entre les différentes régions, mais aussi entre milieu rural et urbain, en s'appuyant là encore sur beaucoup d'autres travaux. En fait, l'histoire ou le fondement même de la sociologie du vote
Je ne sais pas. Et ça, ce sont les biais liés à nos lieux de formation. Je parie que Abdul pourrait citer d'autres références, mais pour quelqu'un qui a fait sa socio ou sa science politique en licence en France, c'est Siegfried, en fait, le fondateur de la sociologie électorale. Et c'était déjà des différences qui étaient liées au- 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 à la constitution géographique des territoires habités par les personnes qui votent. La citation, je l'ai un peu oubliée, mais c'est un truc comme le granit vote à droite. Bon, pour ne pas dire de bêtises, je m'arrête là. C'est un truc qui fait que il y a un lien entre la façon dont on peuple un espace et tout ça. Donc, c'est ça l'origine de la Granit, sociologie. c'est la Bretagne. Comment? Le granit, c'est la C'est Bretagne. la Bretagne, absolument. Et le dernier point, donc, ça va être quelque chose sur la participation politique et identité. Et je me suis fait la réflexion, mais franchement, c'est le truc le plus basique, c'est très évident. En fait, on ne se définit ou l'identité n'existe que par opposition à ce que l'on n'est pas, par rapport à l'altérité. Je sais pas, on est nombreux ici à être des Maliens ayant étudié à l'étranger, et c'est quand on quitte le Mali qu'on se redéfinit ou qu'on voit ce en quoi on est malien et tout. Et donc, l'identité, c'est quelque chose. Et ça, je pense que ça me fait dire que peut-être que pour la méthode, on pourra envisager un troisième terrain en dehors des régions déjà identifiées, qui serait l'espace diasporique. C'est genre la France ou la Côte d'Ivoire, pour être plus sérieux. Voilà. Donc, d'abord pour le contexte du projet. Donc, le projet a pour finalité, au départ, d'analyser les modalités concrètes de la participation politique au Mali et les différentes formes que peut prendre l'engagement citoyen en lien avec les dynamiques actuelles. Donc, on pose la question de la participation politique, mais dans le contexte précis du Mali qui est to say the least, très en crise en ce moment. Donc, des mouvements djihadistes, des groupes indépendantistes, des revendications identitaires, des crises enfin, multiformes. Donc, réfléchir à la question de la participation politique dans ce contexte, parce que, bon, peut-être qu'on n'a pas besoin de rappeler que la démocratie, elle est un peu mise à mal ou que la question électorale elle est centrale dans notre actualité. Dans le dernier discours du 22 septembre, dans son adresse à la nation, le président de la transition a parlé d'élection. Dans tous les cas, c'est un horizon, je ne dirais pas indépassable parce que je trouve que on m'a posé une question? Non? Non, 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 non. Ok, voilà. Continue. L'élection, c'est, voilà, je pense que c'est très bienvenu de titrer la séance de Macoter de ce 10 octobre, à laquelle j'ai le malheur de ne pas pouvoir participer à un truc comme est-ce que la démocratie est souhaitable? Je trouve que c'est très courageux, voilà. Donc, c'est peut-être pas un horizon indépassable, mais c'est un des horizons et le fait qu'il en ait parlé dit quelque chose de l'enjeu. Donc, au Mali, comme dans une partie du Sahel, 6 coups d'État depuis 2020, bon, un contexte qu'on n'a pas besoin de rappeler entre nous ici parce que voilà, deux au Mali, deux au Burkina, un en Guinée, et un... Jean-Paul Colin. Non, Non. non, c'est une erreur de manipulation. Ok, je vous en prie. Donc, une démocratie malienne pourtant relativement bien partie, et je mets des guillemets parce qu'encore une fois, à partir de 2012, on s'aperçoit peut-être que tous les spécialistes, enfin beaucoup de personnes ont pu se tromper. Et la crise politique, elle existe donc depuis 2012. En fait, j'avais des petites notes en complément là, auxquelles j'ai pas accès, je vais me débrouiller. Donc, une crise sécuritaire qui découle d'une longue série de conflits antérieurs. Donc, ces conflits, rappelez notamment que c'est ce qu'on écrit dans le projet, la matrice principale des conflits au Mali ou de la conflictualité entre les Maliens, c'est la revendication initiale là d'une partie des populations qui, dès 1958, ont exprimé leur vœu de ne pas faire partie de cet ensemble national qui allait être créé en 1960. Et donc, ça donne beaucoup de mouvements rebelles, 63, mais aussi pour les plus grands épisodes, 90 et 2006, 2009, 2012. Donc, c'est très important de prendre en considération d'abord cette matrice du conflit-là. Ensuite, je reviendrai sur la raison pour laquelle je trouve que c'est un élément essentiel. Et donc, le Mali, présenté comme un modèle démocratique euh, qui a été présenté il y a 20 ans, il y a 10, un peu plus de 10 ans comme un modèle démocratique, fait aujourd'hui face à au moins une crise de la démocratie. Entre guillemets, crise, je sais que c'est un terme un peu trop, un terme je sais pas, qu'on doit employer, même avec les guillemets, on l'emploie un peu trop. Donc, cette crise, elle se manifeste notamment par la baisse du taux de participation à l'élection présidentielle. En 2013, on était en recul par rapport à, enfin, en 2018, on était en recul par rapport à 2000, à 2013, l'élection d'avant. Et peut-être dire que historiquement, de toute façon, le taux de participation aux élections
est très, très bas parce qu'il dépasse rarement, je pense qu'il n'a jamais dépassé 50%. Et là, je parle sous le contrôle d'Abdul notamment, qui pourra corriger au besoin. Donc, qu'est-ce qu'on entend par participation politique aujourd'hui? Ben, on entend par participation politique différentes façons de participer en politique et pas uniquement la participation aux élections. Selon une définition de Merlin et Chouet de 2000, la participation, ce sont toutes les procédures, toutes les démarches, toutes les façons qui peuvent conduire à faire participer les citoyens à la décision publique. Et elle peut prendre différentes formes, en fait. Euh, donc, les différentes formes, c'est informer les gens avant de mettre en place une politique publique. C'est la consultation, c'est la concertation, c'est la codécision et c'est jusqu'à l'évaluation. Aller s'assurer que des politiques publiques sont, je sais pas, efficaces ou non. Donc, à partir de là, dire un mot sur la participation aux élections. Donc, on a dit que le taux est historiquement bas. Il n'a jamais été élevé, en fait, en 92, même si on sort de près de 23 ans de dictature militaire, les taux sont de 19-20%. Et donc, que ce soit pour les communales qu'on organise cette année-là, les législatives ou la présidentielle. Pour la présidentielle, comme le Mali compte 9 millions d'habitants à peu près en 92 et qu'il y a 20% de participation, c'est bon, les électeurs inscrits, c'est 5 millions, donc il y a 1 million de personnes qui ont voté. Et donc, même si Alpha Omar Konaré gagne avec 60%, un peu plus, c'est genre 500 000 personnes qui l'ont élu, pour faire vite. Donc, C'est ça. il n'était pas nouveau. Après, on assiste quand même à une certaine baisse depuis 2013. C'est pourquoi c'est intéressant. Donc, à partir de là, trois principaux axes de réflexion. D'abord, la question de la participation politique des femmes ou de la participation a priori différenciés ou des rapports politiques différenciés entre femmes et hommes. Sur ça, je pense que dans la bibliographie, on cite un travail très intéressant, peut-être l'un des seuls qu'on a pu trouver, signé par Fatoumata Coulibaly elle-même. Donc, en matière d'engagement citoyen ou de participation politique au Mali, on note qu'il y existe de fortes différences entre groupes sociaux et que l'une des lignes de démarcation les plus importantes ou les plus essentielles pour lire ça, c'est celle qui segmente ou celle qui segmente l'opinion ou les groupes sociaux entre femmes et hommes. Bien sûr, c'est un peu plus complexe et que, par exemple, on trouvera plus de choses en commun dans le comportement électoral des femmes diplômées de l'enseignement supérieur. En fait, il y a plus de proximité entre les personnes éduquées dans le supérieur, qu'elles soient des hommes ou des femmes, que de façon plus globale entre les 50 et quelques pourcents de Maliens et les hommes qui sont un peu moins nombreux. Donc, l'enjeu est majeur parce que les femmes, c'est un peu plus de la moitié de la population du Mali. Euh, Même si voilà, un certain discours ambiant veut faire croire le contraire, les femmes sont légèrement plus nombreuses. Et donc, d'un côté, les hommes bénéficient dès leur jeune âge au Mali d'espaces de socialisation qui leur sont spécifiques. Ces espaces de socialisation, c'est le grain, hein, il y a beaucoup de choses sur ça et tout. Et peut-être, ou alors, donc, dans ces espaces de socialisation, on parle beaucoup politique. Alors, comme je n'ai pas de terrain, bah, je pense que je me fonde un peu sur le travail de mon propre directeur de thèse, Étienne Gérard, qui a fait des choses très intéressantes sur le grain, mais c'était en 90. Donc, il faudrait peut-être voilà, retourner sur le terrain pour voir. Et ensuite, sur mon expérience, en fait, tous les groupes de jeunes hommes auxquels je peux participer parlent systématiquement de politique. Donc, il y a comme postulat que les hommes sont plus sensibilisés aux questions politiques ou ont accès à cette information-là plus souvent. Et je pense que cette construction-là qui crée des inégalités vis-à-vis dans le rapport aux politiques, cette construction ou cette organisation sociale, elle crée aussi des inégalités tout simplement vis-à-vis même de l'école et du champ scolaire. Euh, il faudra creuser ça, bien sûr, pour le démontrer. Et, euh, et ensuite, c'est aussi l'absence de figures politiques féminines ou bien le nombre un peu faible de femmes, la sous-représentation des femmes dans les instances politiques et les instances de décision a une incidence à la fois sur la possibilité pour les jeunes filles de s'identifier à des figures ou de s'engager dans ces carrières-là. Donc, malgré tout, il y a quelques points d'ombre. Voilà. On est sur des postulats assez connus. On verra à quel point de vos propres expériences, selon vos propres expériences, c'est discutable, mais même ces points-là comportent quand même des points d'ombre. Par exemple, même si les hommes sont plus politisés, entre guillemets, en raison de tous ces espaces de socialisation-là,
ils ne sont pas ceux que l'on mobilise le plus lorsqu'il y a une stratégie. Donc, il y a des stratégies, bien sûr, pour mobiliser les collectifs, et on dit que ces stratégies-là, elles se fondent principalement sur, je sais pas, des contreparties financières pour les femmes notamment. Et, euh, et donc, il peut être intéressant de se demander pourquoi on peut d'un côté affirmer que les hommes sont plus souvent politisés et que de l'autre, quand même, les taux de participation puissent presque indiquer le contraire. Et ensuite, poser des questions sur les conditions d'entrée en politique des femmes et comment se font les carrières. Et en sciences politiques, c'est un sujet qui a toujours été intéressant aussi, qu'il s'agisse d'entrer par le bas, le milieu ou le haut. Par le haut, ça doit être à peu près possible, égal, c'est-à-dire entrer par les hauts corps de l'État, faire l'ENA et tout ça. Là encore, comme je travaille sur le champ scolaire au Malien, je sais que la part des jeunes femmes à l'entrée à l'université se situe autour de 25%. Donc, ces inégalités ont immanquablement une incidence sur la probabilité de sortir de ces corps d'élite-là et d'entrer par le haut en politique. La deuxième question concernait la participation politique et les inégalités entre les territoires. Et là, je pense que c'est Abdoul, mais aussi Fatoumata qui m'ont repris sur une chose qui me paraissait a priori évidente. Ce qui fonde notre réflexion sur le troisième point, euh, j'y reviendrai. Donc, le truc est qu'il suffit de regarder toutes les statistiques et toutes les études sérieuses sur la question pour voir que les taux de participation au Mali sont historiquement, ont toujours été plus élevés dans les régions du nord du pays que dans les régions du sud. Et je suis parti chercher pour 92 là tout de suite, pour l'élection communale, les législatives, les présidentielles, et ça a toujours été pareil. En 92, les législatives ou la présidentielle, c'est une libération, c'est une bouffée d'air et on pourrait s'attendre à ce que la participation soit grande, mais pourtant on est à 35-37% à Tombouctou et Gao, presque 90% pour Anéfis et certaines localités situées très au nord de Kidal. Et ça, on verra ensemble que c'est plus compliqué au moins quand on atteint les 90%. Mais au moment, c'est 19% en moyenne, c'est 20% pour le district de Bamako, pas plus de 22% pour Ségou, ainsi de suite. Donc, je crois qu'il y a des disparités territoriales qu'il convient d'analyser et il existe aussi des disparités selon qu'on est en milieu urbain ou en milieu rural, en sachant que les stratégies de mobilisation politique des partis se déploient beaucoup plus grandement ou du moins paraissent beaucoup plus visibles dans l'espace urbain que dans l'espace rural. Et puis, c'est le lieu de s'intéresser à tous les lieux de socialisation là qu'on a cités jusqu'à présent. Le vestibule, je pense, et ça, c'est Fatoumata, le grain, et pour tout ce qu'on sait sur ça, et les moussotons ou tous les autres tons, en fait, tous les autres cas de socialisation par groupe d'âge et par sexe. Donc, des disparités territoriales. Ouais. Et enfin, le dernier point, il concernait la participation politique et l'identité nationale. Euh, Donc, on commence toujours par des choses, en fait, qui sont assez certaines, je pense. On propose une réflexion sur la construction même de l'État-nation malien, euh, sur l'identification des individus par rapport à un ensemble national ou par rapport à des ensembles plus locaux ou plus régionaux et donc de moindre importance, et ce qui pourrait l'expliquer. Le truc est que on est d'accord sur le fait que le roman national au Mali, et là je suis sûr qu'Abdul me reprendra un peu à sa façon, le roman national a été construit pendant longtemps autour du Mandé comme matrice. Et quand on connaît à peu près la cartographie des grands empires du Moyen Âge, il n'est pas impertinent d'avoir même comme matrice, comme centre en fait le Mandé, mais il y a une partie des groupes ethniques au Mali qui peuvent se sentir un peu à l'écart par rapport à ce récit national. Par exemple, je trouve que c'est bien enseigné dans les grands épisodes sur la résistance à la pénétration coloniale et tout. Pénétration coloniale d'ailleurs qui prend une grande place dans l'enseignement de l'histoire au Mali. C'est bien enseigné, mais la résistance de Firoun, qui est peut-être l'un des deux seuls épisodes d'une défaite réelle de l'armée française, je parle de Tombouctou 1907, la colonne Bonnier 1902-1907, qui est renversée, on n'en fait pas assez cas dans l'enseignement de l'histoire à l'école primaire. OK. Donc une fois que j'ai dit ça, j'ai dit que paradoxalement, on est en train de se poser la question de l'identité nationale et de qui en est exclu, alors même que les taux de participation aux élections, qui est le seul indicateur qu'on puisse mobiliser, démontrent qu'au nord du Mali, les personnes votent. Donc, il est difficile de dire il y a les populations de Tombouctou, de Gao, de Kidal se sentent à l'écart par rapport
à l'appartenance au territoire du Mali. Et donc ça, c'est entré par un postulat qui est un peu discutable. Mais ça peut être intéressant quand même d'interroger. Et je parle de ma propre expérience. J'ai fait mon lycée à Tombouctou et j'ai un camarade qui était Touareg. Et quand j'ai découvert qu'il ne comprenait aucun mot de Songhai à Tombouctou, bah, je me suis demandé comment il pouvait être malien. Parce que dans mon cerveau, il n'y avait pas de place pour une personne qui est de la région de Tombouctou et qui ne parlait pas Songhai. C'est de la même façon qu'il peut arriver que dans mon interaction avec des collègues hors de Tombouctou, on puisse s'étonner que je ne parle pas Bambara, par exemple, parce que c'est la langue que parlent plus de 90% des Maliens. D'ailleurs, je parle, entre parenthèses, pas... ouais. OK. Donc, face à ce récit national globalement peu contesté, on ne peut pas ne pas souligner, euh, donc on a dit, des résistances dans le nord du pays par les groupes Touareg qui constituent l'une des principales. Je dis que c'est la matrice principale du conflit ou des conflits au Mali parce que je reprends en cela ce que dit Johanna Siméon dans Contester au Mali qu'on cite ici parce que ça permet de savoir où se trouve peut-être le cœur de la mobilisation ou des mobilisations collectives. Elle dit le rôle des travailleurs, des compressés du rail ou voilà, des étudiants dans le mouvement de démocratisation. Et, et historiquement, je pense que l'une des lignes de fracture les plus importantes, c'est bien cette question-là du Nord. Et donc, je soulignais le paradoxe entre la participation politique qui est plus élevée dans les régions du nord du Mali et ce rapport complexe avec le récit national qu'il faut encore démontrer, bien sûr, mais c'est une question qu'on ne doit pas mettre de côté. On se demandera également quelles sont les expériences et les modèles des pouvoirs passés et ceux qui peuvent encore inspirer. Ça, c'est un vrai sujet parce que à l'échelle de la longue histoire du Mali, je sais pas, qui est au moins millénaire, la parenthèse qu'est la colonisation, c'est 80 ans, hein, c'est 1878 au plus tôt pour le premier territoire et 1960. Euh, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur un modèle peut-être qui correspondrait davantage à la réalité des personnes. OK. Donc, c'était l'identification des territoires. Bah, c'était à peu près tout, les grandes pistes de réflexion. Encore une fois, ce sont des réflexions, je serais heureux d'en discuter, non seulement de cette partie-là, mais aussi de celle d'Abdul qui commence. On n'entend pas. J'entends plus rien là. Voilà, OK. merci. Vous m'entendez, hein? OK. Bon, j'avais coupé le micro. Merci Nyandou, merci pour cette présentation très séminariale, très dense, avec beaucoup de pistes qui sont activées. Alors, il y aura le PowerPoint, je pense que peut-être le faire circuler ou pour ceux qui sont intéressés. Moi, je retiens un certain nombre de points qui me paraissent importants hein, dans ce projet d'analyse des modalités concrètes de la participation dans le contexte de crise. Alors, les guillemets, il faut les supprimer, mais il faudra supprimer aussi le mot crise, ou en tout cas le mot multidimensionnel, qui fait que tout et tout est dans tout, et rien n'est dans tout aussi. Voilà. Donc, on s'en sort pas. Il y avait un excellent numéro dans Politique africaine, de quoi la crise est-elle le nom? Et ouais, je pense que ça y répond aussi d'une certaine manière. Euh, alors, c'est vrai que c'est intéressant de rappeler que, puisqu'on est sur la question de la participation politique, mais de la participation électorale proprement dit, qui est un indicateur hein, habituel, qui est utilisé en sociologie politique et utilisé par les politistes, cet indicateur-là, il est assez faible pour le Mali, et tu es remonté en 91, moi je suis remonté en 1960. Et on a des chiffres sur 1960, et c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a 92% des membres du parti qui votent pour le président, mais personne ne vote réellement. Voilà, comme si finalement la source de légitimité du pouvoir politique et de la représentation politique n'était pas par les élections. Donc ça pose un vrai problème, un vrai questionnement sur non seulement les modalités concrètes de la participation politique, donc pour reprendre cet intitulé, mais aussi sur ce qu'on a appelé la démocratie exemplaire, voilà, ou la démocratie libérale, dont l'un des indicateurs est effectivement le taux de participation électorale et la surveillance des élections, surveillance qui systématiquement a échappé aux surveillants.
puisque on a une fraude assez massive et avec complicité des électeurs. Puisque, comme vous le savez, l'allocation de cartes Nina, par exemple, se faisait couramment pour aller voter. Bon, voilà. Bref. Donc ça, c'est important. Effectivement, c'est un indicateur intéressant à discuter sur la faiblesse du taux de participation et tu vas plus loin, puisque tu montres, au moins depuis 91, depuis qu'il y a effectivement la démocratie, ou censé, en tout cas la Troisième République en cours de refondation peut-être, tu montres très clairement qu'il y a un taux de participation, un taux de vote plus important traditionnellement, historiquement au nord qu'au sud. Et donc tu as invoqué la question de l'identité, de l'intégration du roman national, du récit national et de la place du nord dans ce grand Mali, Mali médiéval jusqu'au Mali contemporain. Quelle est sa place? Et c'est intéressant parce que du coup, ça fait poser aussi peut-être quelques réflexions sur ce taux de participation qui est quasiment 2 fois plus élevé que à Ségou ou à Bamako, que dans les régions sud. Eh bien, il est peut-être un indice d'un désir de changement, bien sûr, mais aussi d'adhésion à la représentation politique de type électoraliste, justement, ou électoral. Là où le Sud l'est peut-être beaucoup moins et qu'il y a peut-être des régimes de légitimité quant au pouvoir politique qui ne passent pas nécessairement par l'élection. Euh, alors, pareil sur le roman national, c'est très intéressant, hein, évidemment. Tu as souligné que c'est vrai qu'on fait grand cas de la résistance de Ségou et que finalement, dans les livres, dans les manuels d'histoire, et que finalement, Firoun passe un petit peu à la trappe de l'histoire. En tout cas, on l'évoque, mais on ne s'y attarde pas et on peut se demander si c'est volontaire ou tout à fait inconscient. C'est-à-dire que on revient un peu à ces imaginaires coloniaux du Mali utile, hein, du Mali global, du Mali central et du Mali périphérique, qui est aussi une des géographies de la crise, hein, évidemment. Et quand on dit Mali périphérique, c'est pas simplement le nord, c'est aussi le centre, puisque le centre, du point de vue Bamako, c'est le nord. Et voilà. Et du point de vue Bambara, le nord, c'est l'est. Voilà, qu'on fait. Donc, vous voyez comment cette géographie de la crise, justement, est problématique. Et là, on demande l'aide des géographes pour pouvoir s'en sortir. Quels sont les modèles précoloniaux qui peuvent être mobilisables, mobilisés? En fait, ça aussi, c'était vraiment bon, une des pistes qu'il faut approfondir. Il y a deux, parce que tu as dit tout à l'heure, à juste titre, que le Mandé, en tant qu'épicentre d'un empire du Mali largement fantasmé et reconfiguré par la littérature coloniale, quand l'empire français vient ailleurs, il faut qu'il rencontre d'autres empires pour pouvoir être un vrai empire lui aussi. Donc il y a eu l'empire du Massina, l'empire de Ségou, l'empire du Mali, il y a eu des empires partout. Bon, sans rappeler que la forme impériale ne nécessite pas nécessairement la maîtrise d'un territoire global. Mais bien souvent, c'est du réseau, c'est du réticulaire. L'empire est réticulaire. Il va de l'Atlantique au Tchad par les routes, par les fleuves. Il ne va pas par les territoires. Bon. En revanche, il y a un royaume central, effectivement, du Mandé. Mais ça je dirais que c'est un imaginaire historiquement attesté, bien sûr, mais qui nourrit beaucoup plus l'identité de la nation que l'État, si on est dans la construction de l'État-nation dont tu parlais. Le modèle historique, là pour le coup historique, qui est invoqué par rapport à l'État, c'est Ségou. Et c'est d'ailleurs Ségou Fanga, Mali Fanga, on utilise cette même dénomination pour définir l'État qui, au final, enfin, initialement veut dire la force, qui veut dire un État de prédation, qui est tout le contraire d'une démocratie et de gouvernance. Bon. Donc là, on a un modèle historique dont on pourrait décliner, c'est l'objet de mon cours d'ailleurs, on pourrait décliner tous les éléments qui sont importés en système de représentation et même en technicité de l'État malien actuel, hein, sur la force, sur le militaire, voilà, le coup d'État, la logique du coup d'État. Hein. Le Fanga, c'est aussi la trahison, le Diafa, et c'est la force et c'est la guerre. Donc, on retrouve tous ces éléments déjà présents, en tout cas en termes de représentation.
Et puis, il y a un autre modèle mobilisable, mais là qui est mobilisé par la périphérie, c'est la DINA, c'est l'État islamique. Et donc, là aussi, en termes de participation politique et de mobilisation de modèles politiques, ça va être, je pense, assez intéressant de l'analyser du point de vue extrêmement contemporain voilà. Je m'arrête là, j'ai été très, très, très long, je laisse la parole à la salle. Peut-être enlever l'écran partagé pour qu'on puisse voir, voilà, la salle. Merci. Qui veut prendre, qui veut prendre la parole? Si vous êtes sur Zoom, vous avez la possibilité de demander la parole avec la main, si jamais on vous entend pas. Et puis sinon, Fatoumata, tu vois toi-même dans la salle, parce que moi je la vois pas, hein. Tu vois pas la salle. Si, ah bah voilà, quand vous parlez, si, mais sinon, je ne vois pas pour Mm. qui veut participer. Alors, on commence par le centre et après, on laisse la parole à la périphérie. Le centre, c'est monsieur le recteur. Ok, merci beaucoup. En tout cas, j'étais très heureux d'écouter notre ami Touré autour de cette question. Euh, Moi, j'aurais aimé, c'est vrai que c'est un projet, hein, moi j'aurais aimé trouver dans ce travail-là une brève analyse historique, en tout cas de la participation euh, du peuple au pouvoir de 1960 à 1991 d'abord, parce que les réflexions se sont apaisanties essentiellement sur la période démocratique. Or, cette période démocratique, qui commence à partir de 91, ou 92, ça peut aller, n'est que la résultante, en réalité, de ce grand mouvement de 60 à 68 où le Mali avait un parti unique de fait, voilà, au niveau Keïta, et de 68 à 91, un parti unique de droit, surtout avec la Constitution de 1974. Donc, ces deux éléments essentiels, pour moi, ont eu leur impact sur sur ce que j'appelle la participation populaire. Bien entendu, populaire à l'exercice, n'est-ce pas, du pouvoir. Parce que quand on parle de démocratie, c'est cette participation populaire. Donc, il y a eu des situations où, par exemple, un chef de famille se permettait d'aller voter au nom de toute la famille. Voilà. Donc, ces influences-là ont toujours continué. Et, par exemple, même pendant la période démocratique, voilà, souvent, certains individus étaient obligés, en tout cas, de faire le choix du parti que leurs parents voilà, leur dit de choisir. Donc, tout ça, ce sont des influences, n'est-ce pas, essentielles. Voilà. J'aurais aimé avoir une brève analyse historique sur cette question. Et ensuite, en ce qui concerne les femmes et en termes de participation des femmes, moi je trouve qu'il y a deux archétypes essentiels qui reposent sur les faits suivants. Pour les femmes, analyser leur participation au pouvoir politique, c'est parler pour moi de leur rôle de mobilisatrice et d'électrice. On voit qu'elles sont plus des mobilisatrices et des électrices. Mais en réalité, elles ne sont pas proposées, n'est-ce pas, pour être vues. Et sur ce point, je voudrais poser une question. Qu'est-ce qui fait que voilà, les femmes sont moins choisies, n'est-ce pas, dans les partis politiques? Est-ce qu'il y a un déni en ce qui concerne leur efficacité et leur rendement? Voilà. Est-ce qu'on peut parler de déni d'efficacité et de rendement chez les femmes d'une façon générale? Parce qu'on les voit moins. Quand on les voit sur le terrain politique, je reviens, c'est pour qu'elles mobilisent et c'est pour être, n'est-ce pas, électrices. Donc, elles ne jouent pas ce que j'appelle, n'est-ce pas, le rôle essentiel. Voilà. Bon. Je voudrais aussi poser, n'est-ce pas, cette question en ce qui concerne, n'est-ce pas, les mousotons. Voilà. Est-ce que les mousotons peuvent être des cadres de construction, voilà, de la participation des femmes, de la participation politique, n'est-ce pas, des femmes. Voilà. Donc, cette question, n'est-ce pas, m'intéresse beaucoup. Et dans quelle mesure? Et dans quelle mesure aussi? Voilà. Donc, ça, ce sont des questions en réalité qui taraudent mon esprit. Voilà. J'aurais aimé dire, n'est-ce pas, beaucoup de choses hein, sur la question. Bon, voilà. Et je pense quand même que bon, ce que j'ai dit, c'est assez suffisant. Voilà. En tout cas, la thématique était très, très intéressante.
Voilà, comme c'est un projet, il faudrait quand même, pour revenir, qu'il y ait une brève historique. Et ensuite, on puisse voir ces deux formes de participation essentielles des femmes mobilisatrices et électrices. Et c'est tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'on prend peut-être une ou deux autres questions pour Nyandou, s'il y en a? Dans la salle, oui, au mot. Merci beaucoup, Nyandou, pour le partage de Ça cette peut aller. question, notamment concernant, C'est bon? c'est bon. Ok, allez-y. Concernant la participation politique, la définition que vous avez proposée et surtout ces disparités régionales que vous avez mentionnées qui m'intéressent beaucoup, qui sont également des pistes très intéressantes à explorer. Moi, ce qui m'intéresse par rapport aux espaces, peut-être Abdou va en parler, de voir un peu, faire une sorte de typographie de une typologie de ces espaces-là, des espaces classiques traditionnels, par exemple, et des espaces un peu plus modernes ou informels, par exemple. J'aurais aimé que vous passiez cela, peut-être Abdou va en parler, puisque vous avez parlé des moussetons et des grains, qui me semblent être des espaces un peu informels, surtout pour les grains. Est-ce que vous allez aussi intégrer les familles, mais aussi d'autres espaces que je dirais un peu plus modernes aujourd'hui, comme les médias sociaux aujourd'hui, qui sont ensuite devenus des espaces et de socialisation politique, mais également de mobilisation politique, par exemple, que j'aimerais quand même voir, parce que lors de l'enquête qu'on a menée avec Fatoumata, on s'est rendu compte que surtout les jeunes vont dans des espaces non traditionnels pour se former politiquement, mais également pour participer. Et c'est là, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux médias sociaux aujourd'hui. Donc, ce serait intéressant aussi de voir un peu ce côté-là, à mon sens. Si c'est déjà inclus dans la réflexion, c'est parfait. Un autre aspect qui m'intéresserait aussi de voir dans ce genre de travail, c'est aujourd'hui les défis aujourd'hui concernant la participation politique aujourd'hui au Mali. Vous avez fait cette dichotomie, je ne sais pas si c'est une dichotomie, mais une disparité que vous avez mentionnée tout à l'heure entre le Nord et le Sud par rapport à la participation politique. Et pourquoi il y a cette... on a comme l'impression qu'il y a un désenchantement politique au Mali, aussi bien du côté des femmes que des hommes par rapport à la chose politique. Et d'un autre côté, on voit apparaître également d'autres formes de mobilisation que j'appellerais un peu opportunistes. On a vu un peu pendant ces périodes-là. Donc, comment articulez-vous ces deux choses? D'un côté, on a un désenchantement pour la chose politique et de l'autre côté, il y a d'autres formes de mobilisation qui émergent, que j'appellerais un peu des formes de mobilisation un peu opportunistes, qui sont là aussi et qui montrent qu'il y a une certaine dynamique malgré cette impression de désenchantement, de désintérêt pour la chose politique. Et en dernier lieu, peut-être par rapport aux femmes, il y a les moussetons que vous avez mentionnés, mais il y a également les mouvements religieux aujourd'hui, les associations confessionnelles aussi aujourd'hui, que les femmes utilisent aussi dans le cadre de leur participation politique. Mais la famille aussi demeure l'espace primordial, à mon sens, de mobilisation et de socialisation politique. Donc voilà quelques réflexions, à la fois sous forme de questionnement aussi. Si c'est déjà pris en compte, il n'y a pas de problème, mais ça m'aiderait quand même de voir clair un peu si vous intégrez ces aspects-là. Voilà. Merci beaucoup. Donc, les défis. Merci. Merci Fatoumata. On va donner la parole au Dogono parce qu'il s'est manifesté comme ça. Il n'aime pas être à la périphérie, il faut qu'il soit au centre. Donc, Youssouf.
Bonjour, merci pour la parole. Félicitations, grand merci aux présentateurs sur cette thématique intéressante. J'ai suivi avec grand intérêt son exposé, mais j'étais un peu en train de me poser des questions si je comprenais bien le sens dans lequel il voulait aller, parce qu'il parle de participation politique sans mettre l'accent sur un aspect de la participation et sans mettre l'accent sur un acteur, mais il a mis l'accent d'abord sur, de façon globale sur tous les acteurs, mais les femmes, après les jeunes, on voit dans ces présentations. Et nous, personnellement, je m'intéresse à la participation des jeunes et quelquefois avec des collègues qui travaillent sur le genre, j'interviens aussi sur le genre. Et on n'est pas sur la même discipline, il est un peu beaucoup plus politique, c'est plus globalisant. Nous, on est un peu dans les locales. Ma question, c'est de savoir quand il parle de participation politique, est-ce qu'il veut analyser, comme il a pris avec des illustrations, la participation électorale, parce que c'est quand même une grande différence qu'il faut faire. Est-ce qu'il veut parler de la participation aux élections comme élément de participation politique ou toutes les autres formes de participation politique, parce qu'il y en a assez, hein, au Mali, on le sait. Du point de vue religieux, les gens proposent des ministres. Il y a des gens qui ont des postes de ministres parce qu'ils appartiennent à des associations ou certains sont dans les syndicats, ils deviennent, voilà, ils occupent des postes importants. Donc, ça, c'est vraiment le premier questionnement. Le deuxième, c'est l'exemple qu'il a pris sur le Nord en se contentant des statistiques, en disant, bon, les statistiques semblent plus élevées. Moi, j'ai des statistiques, en tout cas des éléments, par exemple à Kidal, où un député a été élu avec 6 voix. Donc, 6 voix, et puis voilà, il a été élu député de Kidal avec 6 voix seulement. Donc, et dans des zones où on n'a vraiment pas assez de regard sur ce qui se passe. On sait qu'au nord, mais pas seulement au nord, il y a dans les faits les grands électeurs, c'est-à-dire tous les villages disent votez pour tel, ou à toutes les femmes, on dit, on demande, une présidente d'association demande de voter pour tel ou tel, et puis c'est ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sous-problèmes dans la grande problématique qu'il vient d'exposer sur l'analyse historique qu'il vient de faire, tout ça. Bon, moi, j'ai dit, est-ce qu'il pouvait un peu, comme c'est un projet qui est en construction, est-ce qu'il pouvait s'orienter vers un aspect beaucoup plus précis, même s'il est en politique beaucoup plus globalisant que les anthropologues, nous, on aime sur un milieu un peu trop localisé, trop fixé. Est-ce qu'il pouvait vraiment prendre un axe beaucoup plus clair pour qu'on puisse comprendre l'analyse qu'il veut faire par rapport à cette participation politique? Voilà un peu mes observations en termes de questionnement. Merci Merci. beaucoup. Une dernière question, Marc. Je vois que tu as levé la main poliment, sagement. Absolument. Marc Raffino. D'ailleurs, je la baisse. Bon, merci à Nyandou pour son exposé. C'était très intéressant, mais je vous avoue que, étant tout à fait incompétent dans le domaine, bon, ça m'a appris beaucoup de choses, c'est ça, l'avantage. Donc, simplement, je voulais le rappeler parce qu'il n'a pas parlé dans son exposé des recherches qui ont été faites par mes collègues, qui sont aussi les vôtres dans le cadre de Macoter, concernant la participation des Maliens émigrés. Et parce que pour la première fois, vous savez elles ont fait des enquêtes sur les Maliens qui ont participé aux élections, les Maliens de France, hein, qui ont participé aux élections maliennes. Et donc, c'est intéressant aussi de voir tous leurs travaux, parce qu'il y a des travaux, par exemple, sur la façon dont ils participent aussi à la politique à leur retour. Et elles ont montré que, bon, malgré tout, leur pratique politique était différente de celle des Maliens ordinaires. Donc, c'est intéressant aussi peut-être à prendre en compte, même si je ne sais pas quelle proportion ça représente dans la population et comment ils sont capables d'influencer leurs proches ou leur village
c'est un peu ce qu'ils ont étudié dans leur travail. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, Nyandou. On va peut-être te laisser répondre à toutes ces remarques par Yes. Idrissa Soïba, Traoré, Fatoumata Keïta, Youssouf Karambé, Marc Rafino. Yes. Merci beaucoup, Gilles, et merci beaucoup, chers collègues. C'est très intéressant, bien entendu. Peut-être que je commence par Monsieur le recteur, hein. Merci beaucoup pour toutes vos observations. Concernant ce que vous auriez voulu entendre au sujet de la période 1960-1990, bah, c'est indiscutable, c'est quelque chose qui manque et on va développer. Je suis convaincu pour ma part que les germes de l'élan démocratique ne commencent pas en 91, loin de là. Je sais pas, spontanément, un épisode en tête, c'est l'assassinat de cet étudiant Cabral au début des années 80, mais bien avant, même ce qui conduit au renversement de Modibo Keïta, c'est en partie quelque chose qui peut s'apparenter à des bases de la contestation d'un ordre autoritaire et donc quelque chose qui peut participer voilà, qui s'inscrit dans la même lignée que tout ce qu'il va y avoir dans les années qui suivront. Et je pense que je peux directement faire le lien avec les femmes quand vous dites qu'on parle d'elles plus comme mobilisatrices et électrices. Et je crois qu'il y a un épisode qui est marquant dans les mémoires collectives ou dans la mémoire collective des Maliens, c'est que en 91, la mobilisation des femmes conduit en grande partie à démettre le dictateur, enfin à démettre Moussa Traoré. Et donc, depuis, on est convaincu que quand les femmes entrent dans la danse, il se passe quelque chose, notamment en matière de contestation du pouvoir politique autoritaire. Et en 2012, on a ressorti le même schéma aussi sujet d'ATT avant que d'autres phénomènes conduisent à sa chute. Euh, donc, la deuxième question que vous posiez, c'était est-ce que les femmes sont, pourquoi est-ce qu'elles sont moins choisies? Est-ce que c'est pour un déni d'efficacité ou de rendement en politique? Bah, je pense que c'est parce qu'il y a des pesanteurs qui sont très lourdes et qui sont difficiles à dépasser et que ce n'est pas une réalité spécifique au contexte malien. Alors, peut-être que je dois tout le temps préciser avant de répondre que non seulement je ne travaille pas enfin, je travaille pas sur ces questions en vérité. C'est un projet de recherche et tout ce que vous nous avez dit, moi j'ai noté pour qu'avec Abdoul et toute l'équipe de Macoter, on en fasse quelque chose. Mais comme c'est moi qui présente aujourd'hui, je me permets de répondre sans aucune prétention. Ok, une fois qu'on a précisé ça, donc à mon avis, les femmes, elles sont moins choisies parce qu'on a moins l'habitude d'avoir des femmes au pouvoir et que ce n'est pas qu'au Mali. Euh, je sais pas, étant donné que ce séminaire a lieu dans le cadre de Macoter, la France n'a eu comme première ministre une femme qu'une fois en 92 et récemment, ça s'est globalement mal passé. Aux États-Unis aujourd'hui, ils vont sûrement voter pour le monsieur le plus fou de l'histoire de l'humanité en politique. Enfin, le top 3, il fait partie du top 3 parce qu'il y a une femme en face. Donc, il y a des blocages chez les électeurs qui sont à dépasser, que l'on ne peut dépasser parfois que en imposant des quotas, comme des modèles qui ont très, très bien réussi, notamment en Afrique et au Rwanda. Donc, il y a plein de pays dont les textes constitutionnels ou les textes en matière d'élection imposent un certain quota, une certaine représentativité, oui, et parfois ça marche. Donc, je pense que c'est parce que c'est dans l'ordre des choses d'aller vers plus de participation politique des femmes, notamment en tant que personnes élues, mais que cela prendrait du temps. La troisième question, il faut que je fasse un peu moins long, c'est sur les moussotons. Et je pense que là, étant donné que c'est un passage, je me rappelle très bien, c'est Fatoumata Coulibaly qui l'a ajouté, elle pourra compléter. Est-ce que les moussotons peuvent être des cadres de construction de la participation politique? Je n'ai même pas de doute là-dessus. Je pense que tous les espaces de socialisation, qu'ils soient informels ou formels, traditionnels ou modernes, en reprenant là la typologie de Fatoumata Keïta, tous les espaces de socialisation peuvent être un lieu de socialisation politique à condition on se fixe pour objectif de le faire, à condition on ait dans ces cercles-là des personnes assez politisées pour en faire leur mission. On peut revenir là-dessus si vous voulez. Ensuite, Fatoumata Keita, merci beaucoup pour les questions. J'essaie de répondre. Faire une typologie, oui, je pense que on va pas faire l'économie d'un tel travail. Il faudra vraiment distinguer parce qu'on ne parle pas de la même chose dans les mêmes espaces. Et donc, oui, c'est bien noté. Et la place de la famille comme lieu de socialisation, je n'en doute pas. La famille fonde beaucoup d'autres inégalités, encore une fois, face à l'école ou face au désir de migrer, les deux principaux sujets sur lesquels je travaille. Et donc,
Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas un item pertinent pour l'analyse. Sur les disparités nord-sud de participation politique, pourquoi cet apparent désenchantement politique au Mali? Alors là, ouais, je pense que je vais donner ma langue au chat. Euh, je sais pas, il y a différentes raisons qui peuvent justifier, mais je pense que si, pour ne pas avoir travaillé sur la question, je tomberais totalement dans l'imposture. Il y a des choses auxquelles je peux répondre parce que ça m'intéresse, mais il y a des choses pour lesquelles attendons de faire le terrain. Mais c'est une question très importante. Ensuite, les femmes, outre les moussotons, il y a des mouvements religieux. Oui, en fait, la religion ou les associations confessionnelles, oui, c'est un cadre essentiel de participation politique. Et je pense que s'il y a un truc qu'on a compris après 2012, c'est qu'on n'a pas vu, ou ce que n'ont pas vu les analystes de la question politique au Mali, c'est que les religieux étaient peut-être la première force politique. Mais maintenant, tout le monde l'a dit à partir de 2012, donc je n'invente rien. Mais c'est bien noté pour la partie association religieuse. Et c'est tout ce que je note là dans mon Word, ça servira pour le projet. Je passe ensuite à mon collègue, Monsieur Karambé. Merci beaucoup. En effet, en fonction de nos disciplines, on peut avoir des entrées différentes, mais même si j'ai fait de la science politique jusqu'à la veille de mon doctorat, je suis sociologue et surtout, je ne travaille pas sur ces questions. Donc, bon, on peut toujours trouver donc, bon, si vous ne voyez pas ce que je veux faire, c'est que le projet, globalement, il n'était pas, je l'ai pas bien présenté parce qu'il est plutôt clair, en fait. J'ai bien précisé, mais vous n'étiez pas là au début de la présentation, que la participation politique, elle était loin de se limiter à la seule participation aux élections. Et donc, après, je redis beaucoup les élections parce qu'en fait, on n'a pas de données pour les autres formes de participation. Et ce n'est pas pour rien qu'on a parlé de tous les espaces de socialisation, les moussotons ou bien les grains. Mais il y a un terrain encore à faire, donc, pour les statistiques, oui, que ce n'est pas fiable, je l'ai dit aussi, j'ai dit que 30-35% au nord du Mali à 35-37%, ou des pourcentages qui sont quasiment le double de ceux observés dans les régions du sud. Quand c'est encore raisonnable comme 35%, on peut les utiliser comme des hypothèses de travail. Donc, étant donné comme c'est un projet, étant donné que c'est un projet, ce sont des hypothèses de travail, c'est pas insensé. Mais j'ai aussi dit que dans certaines localités du nord, notamment dans la région de Kidal, il y avait des 90%, et plus récemment encore au Mali, il y a eu des 99%. Il n'y a pas besoin d'être un magicien pour savoir que peut-être que dans ces cas-là, les élections ne se sont pas passées en toute transparence. Voilà. Mais je prends bonne note quand même, et sans doute que dans une analyse sérieuse, on ne va pas présenter les statistiques globales comme une analyse. Et pour le reste, je pense que mes collègues dans la salle pourront aussi vous apporter des compléments si nécessaire. Enfin, Marc, donc j'ai pas noté le nom de famille, c'est pourquoi je vous appelle par le prénom. Sinon, Ok. Donc, les recherches sur les Maliens en France, oui, il restait des choses, je crois que à Sandrine Meslier-Soms, notamment avec des collègues qui a écrit des choses sur le changement social depuis la migration, et je ne sais pas si ça, elle, à ses collègues que vous faites référence, mais je suis volontiers preneur des références. Je voulais juste noter qu'entre 92 jusqu'à 2002, 92, 97, 2002, aux législatives comme aux présidentielles, la participation des Maliens de l'extérieur. Bon, la première communauté de Maliens à l'étranger, c'est la Côte d'Ivoire. La participation des Maliens était inférieure à 20%. Elle était même de 10% pour 92 et 97, autour de 10-12%. Elle est encore plus faible qu'à l'intérieur du Mali. Et donc, ça pose d'autres questions. Et donc, si on en fait notre troisième terrain, en plus des régions déjà identifiées, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Voilà, et je suis sûr que je n'ai pas contenté tout le monde, mais j'ai essayé de répondre aux choses qui... Voilà, merci beaucoup. merci Nyandou. Non, c'était, voilà, c'est très bien. De toute façon, je le rappelle, le contexte de ce séminaire, c'est une réflexion mise en partage sur l'élaboration d'un certain nombre de questionnements sur la participation politique. Ce qu'on voit quand même sur l'ensemble des remarques qui ont été faites, c'est peut-être moins la question de la participation que la question de ce qu'on appelle politique. Qu'est-ce qui est politique pour les Maliens au nord, au sud, de l'extérieur? Qu'est-ce qui finalement est fait politique, c'est-à-dire a une capacité de changement, d'agir sur le changement ou l'amélioration des conditions de vie, etc. Donc peut-être sortir d'une définition purement de sociologie politique, évidemment, pour essayer de mesurer les usages du mot. Et en fait, je me souviens que bon, ça me rajeunit pas, mais quand j'ai commencé à travailler au Mali, c'était à la fin du règne de Moussa Traoré.
Le mot politique n'existait pas en brousse. On n'utilisait pas le mot politique, on disait le mot social, culture, mais jamais politique, parce qu'on ne parle pas politique. Voilà. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a encore un syndrome du politiquing mind. On utilise d'ailleurs un néologisme français pour dire politique, et il faudra demander comment on dit dans les langues nationales, comment on exprime la notion de politique, ce qui veut dire qu'il va falloir avancer peut-être sur les représentations et les discours et les usages de ce que sont les espaces politiques, moussotons, religieux, médias, etc. Voilà, et donc c'est aussi, c'est un peu le cœur du projet aussi.